Et comme j'ai dit, il y a quasiment une dizaine, pour ne pas dire un peu plus d'une dizaine, qui font moins de 3 millions d'habitants. Ce n'est pas des marchés, ça. Ce n'est pas des marchés, c'est assez faible. Bonjour, M. Kadiona. Oui, bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci de m'inviter. Aujourd'hui, on va parler de notre très cher continent et de sa place dans le monde. Car étant le troisième plus grand continent côté superficie, en comptant l'Amérique bien sûr comme un seul continent. Oui, tout à fait. Le deuxième continent le plus peuplé derrière l'Asie. Tout à fait. L'Afrique est composée d'une majorité de pays extrêmement pauvres. Tout à fait. Que pensez-vous est la cause de cela et comment pouvez-vous l'expliquer en quelques mots? Alors déjà, merci de l'invitation. Moi, c'est Stéphane François Kadiona, entrepreneur et investisseur en Afrique. Alors, aborder cette question est pour moi un plaisir et à la fois un défi parce que c'est une question qui est complexe. La question de savoir qu'est-ce qui fait que l'Afrique, étant pourtant le continent le plus riche au monde, c'est ma conviction personnelle, demeure le plus pauvre en même temps. C'est un paradoxe économique qui est absolument incroyable. Donc je pense qu'il faut d'abord pointer du doigt la qualité du leadership des dirigeants en Afrique. Sans trop les blâmer, je pense que depuis quelques années, il faut être positif, il y a quand même un progrès qui a été fait de ce côté. On voit de plus en plus de leaders qui sont élus à la tête de nos États, et ça a été le cas récemment au Sénégal notamment, qui croient en l'Afrique, qui ont cette vision panafricaine, qui ont cette fibre patriotique qui fait qu'ils vont davantage, nous l'espérons en tout cas, privilégier les intérêts économiques, les intérêts industriels, les intérêts militaires en termes de sécurité, les intérêts monétaires de leur pays plutôt que ceux des Occidentaux. Donc ça, c'est véritablement une petite révolution qui est en train de se faire en Afrique et qui, nous l'espérons énormément, va mener à une grande révolution économique qui va porter l'Afrique vers les sphères du développement économique, agricole, industriel, monétaire et social de façon générale. Donc cette question, elle est une question à aborder avec beaucoup de lucidité. La question liée à la pauvreté de l'Afrique, alors même que nous sommes le continent le plus riche en termes de ressources naturelles. Donc, comme j'ai dit, le premier point, c'est le point lié à la qualité du leadership. Le second, c'est le point lié à la balkanisation de l'Afrique. L'Afrique a été balkanisée depuis la fameuse conférence de Berlin dans les années 1884-1885 à Berlin, qui a causé, j'allais dire, la création de micro-États qui, pris individuellement, ne peuvent pas faire grand-chose, il faut le dire. Hein. Nos pays comptent des populations qui font moins de 3 millions d'habitants pour une dizaine de pays africains. Certains ne font que 15 millions, 20 millions d'habitants. À part le Nigeria, qui fait 220 millions d'habitants environ, l'Égypte, l'Éthiopie et la RDC qui font environ 110 millions d'habitants, quasiment tous les autres pays d'Afrique, il n'y en a aucun qui fait plus de 100 millions d'habitants. Aucun, à part ces 4 pays. Donc tout le reste, c'est moins de 100 millions d'habitants, certains 60 millions, d'autres 50. Et comme j'ai dit, il y a quasiment une dizaine, pour ne pas dire un peu plus d'une dizaine, qui font moins de 3 millions d'habitants. Ce n'est pas des marchés, ça. Ce n'est pas des marchés, c'est assez faible en termes de quantité, en termes d'ouverture. Donc quelqu'un qui se lance en tant qu'entrepreneur et qui fait face à 5 millions d'habitants ou bien à 10 millions d'habitants, ce n'est pas identique à quelqu'un qui fait face à 300 millions d'habitants, à 1,4 milliard d'habitants, comme c'est le cas en Inde ou bien en Chine. Ce n'est pas identique. Donc nous n'avons pas des économies de marché qui nous permettent d'aspirer au développement de l'Afrique dans son ensemble. Mais je pense qu'avec des initiatives comme la ZLECAf qui a été lancée récemment, la zone de libre échange continentale africaine, qui a été lancée pour 55 pays d'Afrique, autant dire pour toute l'Afrique, avec des initiatives comme celle-là, et d'ailleurs dont on parle assez peu. Et je pense que ce n'est pas normal, on devrait en parler plus souvent, pour permettre à la jeunesse d'être conscient des bénéfices que cela va nous procurer très bientôt, et puis d'anticiper sur ça. Des initiatives comme celle-là vont permettre à l'Afrique de commercer entre elles, les peuples d'Afrique de commercer entre eux, pour être plus précis. Parce qu'il faut savoir actuellement que même les pays qui partagent l'espace UEMOA, le franc CFA de l'espace UEMOA,
qui n'est d'ailleurs même pas le même. Hein. Le franc CFA ivoirien n'est pas le franc CFA sénégalais, c'est pas identique. Hein. Et c'est pas identique au franc CFA des autres pays de l'UEMOA, les 8 pays, c'est pas identique. Le franc CFA également des pays de l'UEMOA, de l'espace UEMOA, n'est pas identique à celui des États de l'Afrique centrale, qui lui-même n'est pas identique à celui des pays du Comore. Donc vous voyez bien que même en termes monétaires, on a été divisé de façon intentionnelle pour ralentir l'effort commercial, en tout cas entre nos pays, qui, dès après les indépendances, avait été initié par de grands visionnaires comme Kwame Nkrumah, comme Thomas Sankara, beaucoup de dirigeants, hein, ils sont nombreux, ils sont vraiment nombreux, qui ont tenté d'unifier l'Afrique, ou bien au moins de créer un marché commun pour permettre aux États de commercer les uns avec les autres. Donc dès le départ, cet effort, cette dynamique a été freinée par la création d'une monnaie qui, de façon symbolique, était identique dans l'espace UEMOA, dans l'espace des États de l'Afrique centrale, mais qui, dans les faits, n'était même pas identique entre chaque pays de l'ensemble de ces espaces que je viens de citer. Okay. Donc je pense que, avec le temps, avec notamment des initiatives comme la ZLECAf, qui vise à unifier les pays africains, au moins sur le plan économique et commercial, les choses vont changer. Donc le leadership également a commencé à évoluer. La qualité de nos dirigeants, je pense, est de plus en plus appréciable. Et j'en profite pour féliciter nos présidents, notre président Bassirou Diomaye Faye qui a été élu, son excellence, et son premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui a été nommé et qui a mis en place un gouvernement, nous l'espérons, de rupture. Espérons. Oui. Vous avez parlé de leadership de jeunesse. Oui. Et on va prendre notre temps sur ce point, oui, qui est la jeunesse. Oui. Parce que nous comptons que le continent africain a un taux de scolarisation très faible. Oui. Quelle solution pensez-vous être la meilleure pour rattraper ce retard sur l'éducation et cette extrême pauvreté que vous avez résumé en quelque sorte? Alors, je pense que, comme on dit, il est important de revenir sur la nuance entre l'éducation et l'instruction. L'instruction, c'est bien, parce qu'avoir des connaissances pratiques et théoriques dans un domaine bien précis sur le plan professionnel, c'est très bien. Et ça permet effectivement de bien s'insérer dans le marché du travail, d'avoir des compétences qui sont utiles et dont les gens ils ont besoin au niveau de l'administration publique dans l'ensemble de chaque État africain et au niveau du secteur privé où il est plus facile, disons-le, d'entreprendre et de bénéficier du soutien des banques et des structures de financement locaux comme internationaux lorsqu'on est diplômé et compétent. Mais il est important d'insérer cette nuance entre l'éducation et l'instruction. Moi, je pense qu'au-delà de l'instruction et de la scolarisation, nous devons apprendre à réévaluer les politiques éducatives de nos différents pays. Quand je dis politique éducative, je pense notamment au contenu des enseignements au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école secondaire, au niveau de l'université et de l'ensemble du parcours académique de nos élèves et étudiants. C'est important parce que, voyez-vous, il y a des choses qu'on nous apprend à l'école, notamment l'histoire de nos anciens colons, si on peut le dire ainsi, les Occidentaux, leurs héros, leurs rois, leurs empereurs, les gens qui ont fait de grandes choses chez eux et pour eux, on nous enseigne ça, à nous. Eux, on ne leur enseigne pas nécessairement ce que les héros africains, ou bien les grands businessmen africains, ou bien les grandes figures politiques, sociales, économiques, historiques africaines ont fait en Afrique. On ne leur enseigne pas ça. On leur enseigne ce que leurs grandes figures à eux ont fait. Alors, ce n'est pas une question de racisme inversé que de dire qu'il faut enseigner à nos jeunes Africains l'histoire de l'Afrique, de nos ancêtres africains, de nos héros africains. Il faut qu'on insuffle cet esprit de fierté à la jeunesse africaine. Et ça passe par l'éducation et pas seulement par l'instruction. Je pense que le contenu éducatif doit être revu de façon très profonde dans beaucoup de pays pour permettre à la jeunesse d'être consciente de la force de résilience de nos ancêtres.
qui ont vécu, il faut le rappeler quand même, plus de 400 ans d'esclavage et près de 100 ans de colonisation. Et pourtant, on est là, vous et moi, on discute. On n'a pas disparu. Ça, c'est dans l'ADN des Africains. Nous sommes un peuple résilient, un peuple fort, un peuple résistant, et on doit enseigner cela à nos enfants dès le bas âge pour leur permettre d'épouser cet esprit patriotique, cet esprit de fierté, cet amour de l'Afrique, et puis cette conscience historique qui veut que nous ayons eu dans le passé des hommes et des femmes de valeur qui ont combattu pour la liberté de l'Afrique, qui ont combattu pour la liberté dont nous jouissons aujourd'hui, vous et moi. Et sans cette conscience historique, sans cette fierté, sans cet amour de l'Afrique, sans cette confiance en nous-mêmes, je pense que même si on scolarise l'ensemble des Africains avec le contenu actuel qui est dans le système éducatif, on n'ira pas bien loin. Donc il faut revoir le contenu de nos systèmes éducatifs, en faire une véritable révolution pour permettre à la jeunesse africaine, au-delà de la scolarisation, de bénéficier d'un véritable cadre éducatif qui lui permette d'être plus confiante en elle-même et de croire davantage dans ses capacités. En ayant développé une conscience historique très profonde et très affirmée pour faire face aux dictats idéologiques de beaucoup d'autres interlocuteurs qui peuvent être les Asiatiques, les Occidentaux, les Américains, beaucoup de pays en tout cas qui sont fiers de leur histoire et qui tentent de nous imposer cette lecture historique qui est la leur et qui fait leur affaire, il faut le dire. Et pas forcément la nôtre. Et c'est là qu'on va rebondir aussi. Avec tout cela, vous pensez que l'Afrique est vraiment indépendante? Alors oui et non. Indépendante sur le papier, oui, parce qu'on a bénéficié quand même, et pour certains pays, on a lutté pour décrocher notre indépendance. Donc indépendance sur le papier, oui. Mais dans les faits, je dirais pas forcément. Comme j'ai dit tantôt, il faudra qu'on tente de conquérir, et c'est le mot vraiment approprié, notre souveraineté économique, notre souveraineté monétaire, notre souveraineté militaire et notre souveraineté industrielle. Ça, c'est important. Industrielle, je pense notamment à tout ce qui est agriculture, une vraie politique de transformation, d'exportation. Et j'ai parlé tantôt de la ZLECAf, qui va d'ailleurs augmenter, il faut le dire, hein, les revenus africains de 450 milliards de dollars dans les 10 ans qui viennent, d'ici 2035. Et en même temps augmenter de 560 milliards de francs CFA les volumes d'exportation de l'Afrique. Ça, c'est pas négligeable. Ça serait un grand pas. Mais oui, carrément, quasiment. Donc c'est important de mettre en perspective ces données pour montrer que la dynamique, elle est bonne. L'Afrique, elle est indépendante sur le papier. Il faut qu'elle le soit dans les faits, dans les domaines que j'ai cités tantôt, militaire, économique, monétaire et industriel, et pour ne pas dire aussi alimentaire, donc agricole, c'est important. Et je pense que la dynamique, elle est bonne. Il faut maintenant qu'on conquiert ces différentes souverainetés pour prétendre à une véritable indépendance. Et je vous dis, hein, la jeunesse actuelle, c'est pas une jeunesse qui va se laisser faire. Elle sera exigeante, elle sera vigilante et elle va contrôler l'action des gouvernements qu'elle a élus dans chaque État. Pour que la souveraineté, l'indépendance que nous avons acquise sur le papier devienne effective dans les faits et bénéficie aux populations africaines. Sur cette dynamique, on va continuer aussi sur la bonne dynamique que vous avez notée. Oui. Et je vous donne une question. Oui. Comment voyez-vous l'Afrique dans 50 ans avec cette bonne dynamique que vous avez notée aussi et nos énormes richesses aussi? Alors, dans 50 ans, moi je vois l'Afrique... déjà 50 ans, c'est beaucoup, hein? Ouais. Le monde évolue très vite. Très vite. Déjà, pour voir le monde dans 5-10 ans, c'est très compliqué. Mais on va se hasarder, je vais le dire comme ça, à prévoir un tout petit peu notre vision de l'Afrique dans les 50 ans qui viennent. En tout cas, c'est la vision que nous espérons voir se réaliser. Donc, dans 50 ans, moi je pense qu'on aura un continent avec un taux de chômage réduit, donc un continent qui sera véritablement industrialisé. Actuellement, nous sommes à seulement 2% de taux d'industrialisation par rapport au monde. C'est beaucoup trop faible. Moi, je pense que dans 10 ans, on peut quand même aller à 15%, 20% par rapport à l'industrie mondiale en termes de taux d'industrialisation de l'Afrique.
Donc multiplié par 10 notre taux actuel vis-à-vis du monde d'ici 50 ans. Ce qui est parfaitement possible. Nous avons la jeunesse, la démographie, qui est davantage un plus, un atout qu'un inconvénient. On cherche à nous faire croire que c'est une bombe sociale qui va exploser, mais je répète, tout dépend de comment on l'utilise. Si la jeunesse elle est bien formée, si la jeunesse elle est bien éduquée et pas seulement instruite, si la jeunesse elle est bien encadrée, elle est bien accompagnée, et puis nous avons une jeunesse qui est entreprenante, qui veut créer des boîtes, des entreprises, des usines. Pour peu qu'elle soit financée, accompagnée, je pense qu'elle peut créer des emplois, devenir elle-même une force une force économique déjà, en créant des emplois dans le secteur privé, mais aussi une force sociale. Donc en imposant un nouveau narratif africain au monde entier, pour dire que nous sommes désormais capables de définir nos propres valeurs et de raconter notre propre histoire. Ça, c'est important. Donc, moi, je pense, avec beaucoup d'optimisme, que dans 50 ans, on aura une Afrique libérée des chaînes de la colonisation intellectuelle qui, malheureusement, demeure dans certains aspects, une Afrique industrialisée, au moins à 20% par rapport au monde, une Afrique décomplexée, une Afrique avec une jeunesse qui travaille, qui n'est pas au chômage, une Afrique apaisée, une Afrique plus safe, avec un niveau de sécurité beaucoup plus renforcé. Donc, j'en appelle également à une mutualisation de nos efforts militaires dans beaucoup de pays pour constituer une force militaire qui est plus dissuasive afin de repousser l'hydre terroriste et l'insécurité en Afrique, favoriser la paix, la stabilité politique, économique, sociale dans nos pays et permettre à la jeunesse d'être plus entreprenante dans la paix, la stabilité et de créer des emplois. Donc, vraiment très clair. Oui. Le mot de la fin aux Africains en général? Alors, dire à la jeunesse que je partage tout comme eux les difficultés que nous vivons sur le sol du continent, c'est très compliqué, c'est pas facile, mais ça va aller. Ça va aller parce que nous allons faire aller les choses, nous la jeunesse africaine. Et pour ce faire, il faut qu'on soit une jeunesse soudée, solidaire, une jeunesse qui n'attend pas que tout tombe du haut, mais qui va travailler à ce que les choses partent depuis le bas pour monter vers le haut, comme paraphraser l'autre. Être une jeunesse qui est consciente des enjeux de l'heure, de notre richesse naturelle, notre richesse démographique, notre richesse culturelle et historique, et puis en profiter pour lancer un appel aux autorités pour qu'ils fassent davantage confiance à la jeunesse. C'est important. On a une jeunesse qui est entreprenante, qui croit, qui est déterminée, qui veut travailler, qui est positive. Mais il faut qu'elle soit accompagnée. Il faut qu'on croie dans cette jeunesse et qu'on lui fasse confiance. C'est important. Merci beaucoup. Merci à vous. L'échange était vraiment très enrichissant. C'est un plaisir. Nous espérons que nos internautes vont très bien en profiter. Ce serait un plaisir. Merci beaucoup. Et je reste ouvert pour d'autres invitations pour discuter de sujets encore plus intéressants et plus utiles pour les internautes qui vous suivent et qui nous suivent. Et nous invitons la jeunesse à rester forte, à rester résiliente et à ne pas se laisser décourager. C'est important. Merci à vous. Merci à vous.